s'inscrit un petit peu toujours dans cette perspective qui est la nôtre depuis le début de l'après-midi, à savoir essayer d'ouvrir un petit peu l'échelle d'observation, d'analyse et de s'intéresser un petit peu plus justement aux relations internationales. Cette table donc porte sur penser les grandes mutations, transition écologique, technologique, démographie et migration. Pour ce faire, voilà, on a la chance d'avoir 3 intervenants à qui je vais céder progressivement la parole. Alors, on va essayer de pouvoir vraiment bien initier quasiment en temps et en heure cette deuxième table ronde. Alors, directement, je vais céder la parole à Adrien Abécassis. Vous êtes donc diplomate, ancien conseiller du président de la République et actuellement directeur des politiques au Forum de Paris sur la paix. Et donc, l'idée, c'est de vous entendre sur les grandes mutations liées notamment à l'accélération technologique. Merci Morgane, vous m'entendez? Bonjour à tous. Alors, le sujet de cette table ronde est très large, évidemment. Il ne s'agit pas de tout traiter. Et au risque de la simplification, en réfléchissant un petit peu à ce que je pouvais dire, je me suis dit, la raison de ce colloque, c'est de célébrer les 150 ans de la revue politique et parlementaire, notamment, et de ce bel institut. Et comment peut-on réfléchir aux dynamiques technologiques qui étaient à l'œuvre il y a 150 ans? Comment ça a changé quelques équilibres du monde et ce qu'on pourrait en tirer aujourd'hui? Je ne vais pas vous faire un cours, vous avez des cours formidables ici. Je vais prendre un angle. Je pense que mon ami Dominique sera radicalement en désaccord avec ce que je vais dire, mais ça permettra d'initier un débat et d'animer... Oui, est-ce que... Alors, est-ce que je... Ah. Comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Peut-être que celui-là marche mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui, comme ça? Ah. D'accord. Alors, je vais prendre un angle au risque de la simplification à partir d'une leçon de l'histoire d'il y a 150 ans, qui est qu'on peut détester l'orientation que prend la technologie, mais on ne peut pas l'ignorer. Ou alors c'est vraiment à ses risques et périls. Et je vous invite, comme une petite fable, à vous déplacer 150 ans en arrière, non pas ici, mais en Chine. À l'époque, la dynastie des Qing avait bâti une civilisation extrêmement raffinée, qui était le fruit de siècles de construction d'équilibres subtils, les relations entre les classes sociales, le pouvoir de la bureaucratie, toutes les grandes politiques publiques comme l'agriculture étaient très précisément régies. Et les élites chinoises étaient imprégnées d'une vision sino-centrée, c'était l'empire du milieu, qui les faisait se considérer comme ayant abouti à des équilibres qui étaient fondamentalement supérieurs à ce que l'humanité avait produit jusque-là. Évidemment, quand des barbares un peu hirsutes sont arrivés avec des technologies qui pouvaient ébranler cette harmonie, ils ont été assez sèchement rejetés. Il se trouve que ces Européens, puisque c'était de nous dont il s'agissait à l'époque, étaient en pleine révolution industrielle depuis quelques décennies. Des innovations majeures à l'époque transformaient dans la douleur, dans une très grande douleur, les sociétés et les économies européennes. Les campagnes se vidaient, les populations s'entassaient dans les villes, provoquant des problèmes de santé publique, d'infrastructures, de surpopulation très importants. Les mouvements ouvriers, syndicaux commençaient à émerger, qui se dressaient contre les effets de ces évolutions-là, des idéologies révolutionnaires, le socialisme gagnant en popularité, etc. On comprend très bien que les élites chinoises, en voyant ces innovations, se disaient pourquoi est-ce qu'on va importer ça? Quel est l'intérêt de perturber l'équilibre millénaire des sociétés chinoises? Ça nous apporterait quoi? Ça nous apporterait des navires plus puissants. Enfin, on avait la navire de haute mer au XVe siècle qui avait dominé le globe et on avait sciemment décidé d'y renoncer parce qu'on pensait que les coûts étaient supérieurs aux bénéfices. Ça nous apporterait des armes plus puissantes. Enfin, c'est nous qui avions inventé la poudre à canon. D'ailleurs, on l'avait raffinée au point d'en faire des feux d'artifice extraordinaires que jamais les Européens seraient capables de faire. Évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire. Le retard technologique a exposé l'Empire à des pressions économiques et militaires qui ont abouti à de très grandes défaites. Les guerres de l'opium qui ont abouti aux traités inégaux que vous connaissez, provoquant une situation de semi-colonisation avec des enclaves étrangères sur leur sol. La défaite face au Japon a été un choc dans les guerres sino-japonaises. Le Japon était considéré dans l'ordre asiatique comme un pays qui était vu comme fondamentalement inférieur, mais il se trouve qu'après la restauration Meiji, en 1868, je crois, les Japonais avaient adopté de façon très très rapide
les technologies qui étaient à la pointe, qui étaient les technologies occidentales à l'époque, et avaient transformé leur infrastructure industrielle et leur appareil militaire, ce qui a permis de battre la Chine. Malgré ça, il y a eu quelques tentatives de réforme. C'est une histoire très très simplifiée et les connaisseurs de l'histoire chinoise m'en voudraient très certainement. Mais elles ont toutes été bloquées d'une façon ou d'une autre par les élites chinoises, notamment les lettrés confucéens qui dominaient la cour impériale à l'époque et qui voyaient les déstabilisations que cela pouvait provoquer et qui étaient incapables de s'y résoudre. Ça n'a pas empêché les déstabilisations. L'élite a perdu peu à peu le contrôle de sa production. La production agricole a stagné. Elle a stagné plus vite que l'augmentation de la population. Les révoltes se sont propagées. Et tout ça aboutit à la chute de l'Empire chinois par des mouvements qui, eux, étaient réformateurs, nationalistes, révolutionnaires de Sun Yat-sen et ont donné la naissance à la Chine moderne. Pourquoi ce petit détour historique ? Pour la morale de l'histoire, s'il y en a une, c'est que nous étions, ces barbares, appuyés sur la supériorité technologique. La Chine a parfaitement retenu les leçons de cette époque. Il suffit de voir la façon dont aujourd'hui elle considère la technologie comme étant la base de sa puissance de demain et qu'elle est prête à ne renoncer à rien là-dessus. Aujourd'hui, je crois que c'est à nous d'éviter les erreurs de l'Empire et de la dynastie des Qing. Pourquoi ? Deux leçons importantes, une théorique sur la lecture des dynamiques technologiques et une un peu plus pratique qui concerne les politiques publiques. La leçon théorique, c'est que la technologie triomphe toujours à la fin. Pourquoi ? Il y a une raison à ça, c'est qu'elle est cumulative. Les structures sociales ou les structures politiques peuvent fluctuer, les idées fluctuent. Les sciences et les technologies se construisent sur un socle de connaissances qui ne fait que croître. Il y a une raison simple, on ne désinvente jamais ce qui a été découvert. Chaque nouvelle innovation s'appuie sur l'existant pour créer quelque chose de plus. À l'époque de Christophe Colomb, quand on mettait ensemble les meilleures connaissances qu'on avait en sciences des matériaux, en physique, en astronomie, en ingénierie, on bâtissait des grandes caravelles, qui étaient des joyaux à l'époque, des joyaux technologiques qui permettaient de traverser les océans. Aujourd'hui, on prend ces mêmes compétences. Qu'est-ce qu'on construit ? On construit le télescope James Webb, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui nous permet d'observer des milliards d'années en arrière et de comprendre les origines de l'univers. Or, on n'est pas plus intelligent aujourd'hui qu'à l'époque. C'est simplement qu'on est assis sur un stock de connaissances qui n'a fait que grandir et qui nous permet de faire aujourd'hui des choses qui paraissaient inimaginables. La technologie est par définition toujours plus. C'est conceptuellement pas évident parce que c'est par nature assez unique dans le domaine d'un certain nombre d'idées qui sont plutôt des oscillations. La leçon pratique, et pour terminer avec ça, c'est que l'évolution de la technologie est déterminée par ceux qui sont à la frontière. Puisque la technologie finit toujours pas de triompher, et si on ne la produit pas, elle nous est imposée, donc le seul choix rationnel, logique, est qu'on doit être les producteurs de cette technologie. Si on veut garder en main la maîtrise la capacité de maîtriser notre destin. Ça paraît évident à dire comme ça, c'est très nouveau pour nous. Cette réflexion est très nouvelle pour nous parce que pendant toujours, depuis que la science est science, depuis que Aristote, l'Europe a été l'endroit où se définissait cette frontière technologique. Depuis quelques décennies, c'est plus le cas. Il y a tout un pan de domaines sur lequel on est très concurrencé. Il y a tout un pan de domaines, dont certains domaines numériques, dont certains domaines de biotechnologie, dont certaines technologies climatiques, sur lesquels on risque de totalement décrocher. Je pense qu'on ne se rend pas compte du changement que ça signifie. Nous sommes devenus dépendants de technologies que nous ne possédons pas. Et ça a des effets dans nos sociétés, ça les crispe, ça alimente un rejet croissant du progrès, parfois de la science même. Et on a tendance, certaines élites réagissent comme les élites confucéennes de la cour impériale. On voit avec grande suspicion ce qu'on ne développe pas et ce qui provient de l'extérieur et qui pourrait provoquer des changements dans notre ordre politique et social. Donc faisons l'inverse, soyons plutôt si nous avons pris du retard qu'on n'aurait jamais dû prendre, mais on en a pris, ayons l'attitude des Meiji, adoptons ces technologies, revenons à la frontière, et alors on retrouvera une place à la table des discussions où se détermine l'avenir du monde. Très bien, merci beaucoup pour cette première intervention. Je vais donc céder tout de suite la parole
à Dominique de Combe-de-Nève. Vous avez été ambassadeur, vous êtes actuellement conseiller maître à la Cour des comptes et enseignant également ici à HEIP. Donc vous allez probablement également insister sur les mutations technologiques. Merci beaucoup. Effectivement, je vais essayer de reprendre certains de tes propos, non pas pour les critiquer ou les contester, mais pour essayer peut-être de les nuancer, enfin, en tous les cas pour engager un débat, parce que je crois que c'est mieux qu'une série de monologues. Alors là, la première des observations, c'est un peu dans le droit fil de ce que tu as dit. On assiste, puisqu'on a aussi un thème sur les migrations. Alors migration, on dit immédiatement, c'est la migration des personnes. Non, moi je vais parler de la migration des idées, des concepts, et bien sûr de la migration des techniques, enfin des sciences et des techniques. C'est une des grandes leçons de l'histoire, hein. Les idées bougent, circulent, sont reprises, transformées, contestées, débattues, et aboutissent effectivement à ce socle de connaissances sur lequel on construit, on bâtit. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on a un énorme travail qui est mené sur l'optronique. Hein, c'est l'utilisation qui mélange l'électronique et le travail sur la lumière. Ça vient à la base essentiellement de l'optique. L'optique, ça nous vient des Grecs. Ça a été repris par un des plus grands scientifiques du Moyen-Âge qui était arabe. Il a fallu attendre des années et des années pour construire un système technologique qui fait qu'aujourd'hui, l'optique est utilisée dans des tas de domaines essentiels, que ce soit la conquête de l'univers profond par l'observation, que ce soit les applications qui de plus en plus vont se développer dans le domaine de l'informatique et du numérique. On est déjà dans la révolution de la révolution, si j'ose dire. Tout ça montre que les idées ont migré, ont bougé dans tous les sens. La Chine, puisque tu parlais de la Chine a inventé bien avant nous des outils qui sont malheureusement des outils de guerre, mais enfin, la technologie, ça sert aussi à faire la guerre, et même essentiellement à faire la guerre. C'est notamment eux qui ont inventé le système de la torpille. C'est eux qui ont mis au point les premiers les systèmes de lance-roquettes multiples. Alors, on n'est pas en train de parler des lance-roquettes multiples qu'on utilise sur les champs de bataille en Ukraine ou ailleurs. Mais la réflexion scientifique et la maîtrise technologique était en Chine. On l'a récupérée, on l'a transformée. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, et il faut revenir à cela, c'est que ça continue à circuler. Effectivement, les idées, la science, ça circule. Est-ce que pour autant, les nouvelles ruptures technologiques qu'on constate ne vont pas créer malgré tout de nouvelles inégalités entre les puissances? Le premier élément qu'à mon avis il faut avoir en tête, c'est l'idée que quelque part on a vécu en Occident, là je reprends le terme Occident, hein, ça suit la table ronde précédente, on a vécu dans l'illusion que notre avantage technique, en fait acquis à partir de la Renaissance, hein, avant c'était très discutable, jusque en gros le milieu du XXe siècle, nous assurait un avantage relatif et un avantage absolu avec toutes les autres nations du monde. C'était une certitude quasiment inébranlable. On avait tellement d'outils et tellement d'argent, qui est un élément relativement important, jusque-là un peu absent de nos débats, que quelque part, on pouvait se permettre de considérer que nous étions les maîtres de la technique, de la technologie, et d'une certaine façon, les maîtres du monde. Toynbee, dans un document d'ailleurs très intéressant, qui a été repris dans une des revues de politique et parlementaire, a bien mis en évidence que c'est la fin d'une illusion. Hein. D'abord parce que l'Occident a muté, une grande partie, ça a été dit tout à l'heure par Colosimo, c'est nous, l'Occident, qui avons influencé un certain nombre d'idées qui nous ont contestés, qui nous contestent, que ce soit à la période de l'Union soviétique, après tout, c'est les héritiers de Marx et d'Engels, tout ça. Hein, c'est la grande philosophie allemande. Deuxième élément très important qu'il faut avoir également en tête, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays s'approprient nos technologies, les transforment, et parce qu'ils ont des outils en leurs mains, notamment des coûts de production beaucoup plus bas, ils sont capables de nous confronter sur des technologies qui sont déjà acquises.
Alors, est-ce que pour autant, les ruptures technologiques nouvelles, celles qu'on est en train d'observer, notamment dans le numérique, mais dans le spatial, la conquête de l'espace profond, ne rétablit pas un avantage comparatif pour l'Occident? L'Occident, là, j'inclus tout le monde, hein, parce que moi, je ne crois pas du tout au Sud global. Dire les choses comme je le pense, c'est une invention très sympathique, mais entre la Chine et le Guatemala, il y a quand même quelques différences de population, de PNB, de socle de richesse, de profondeur historique. C'est ainsi, c'est la réalité. Donc je pense que quelque part, la vraie division, c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer aujourd'hui que des pays du Sud, pas du Sud global, seront en mesure de s'inscrire dans ces ruptures technologiques qui exigent des moyens scientifiques colossaux, des moyens industriels colossaux, et pour terminer, beaucoup d'argent. Pour donner un exemple très simple, et je vais terminer là sur ce questionnement. Aujourd'hui, tel que nous regardons les choses, la grande révolution de l'informatique quantique, une deuxième grande évolution avec l'optronique, exige des moyens considérables. Les États-Unis représentent environ 30% de tout l'effort de recherche dans le monde et les budgets qui vont dans ce sens-là. Il y a 30% entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Il y a 10 à 15% pour la Chine et il y a le reste du monde. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les ruptures technologiques à certains moments posent des problèmes d'égalité entre les nations. On peut les gommer temporairement par le rattrapage des technologies anciennes dans un certain nombre de pays, mais l'effort technologique assis sur beaucoup d'argent, une capacité scientifique, reste un authentique problème. Alors, ce n'est pas une frontière définitive, mais il faut l'avoir en tête. Je crois qu'il faut éviter l'irénisme. Le côté « tout le monde est formidable, tout le monde est égal », ça n'est pas vrai. La société des nations n'est pas une société égalitaire. C'est faux. Si on rentre dans cette logique, on se trompe. Alors, on peut, dans un premier temps, considérer que comme c'est inégalitaire, c'est très bien, ou considérer que comme c'est inégalitaire, il faut lutter contre ces inégalités. Mais comme le disait Jaurès, quand on ne comprend pas le réel, on n'est pas capable de forger des rêves. Merci beaucoup pour cette intervention qui voilà, fait écho en effet à beaucoup de dires et qui montre bien là aussi l'importance de revenir et de travailler avec ces concepts qu'on peut appeler ces concepts nomades qui nous permettent de mieux penser la polarisation, les niveaux de polarisation. Pour finir sur cette table ronde, donc, je vais céder la parole à une dernière intervenante, Corinne Lepage, docteur en droit, avocate, ancienne ministre de l'Environnement et ancienne députée européenne. Je mentionne également deux de vos publications, notamment Un bout de confiance, le thème de la confiance, de la défiance qui nous occupe aussi depuis ce matin, Un bout de confiance de la morale en politique, publié en 2017. Et le dernier, Nos batailles pour l'environnement, 50 procès, 50 ans de combat, que vous trouverez également donc, à la librairie à l'extérieur. Et donc, il va revenir cette fois-ci sur les mutations de deux ordres, notamment plutôt en lien avec la question migratoire et surtout la question environnementale. Merci et merci beaucoup pour cette invitation. On m'entend convenablement là? Ça va? Bon, vous m'avez dit 7 minutes pour parler de tout ça. Je vais essayer de m'y employer. La mutation climatique, on ne fait que commencer à découvrir ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'en réalité, les choses vont infiniment plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Nous sommes aujourd'hui en France à une augmentation de température d'1,8 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Le plan d'adaptation qui va nous être représenté, semble-t-il, dans les jours qui viennent, est fondé sur 4 degrés à la fin de ce siècle, très probablement avant d'ailleurs, malheureusement. Au niveau planétaire, nous sommes à 1,2 degré. Et si on prend les 10 dernières années en roulant, on est à 1,5, c'est-à-dire le maximum que nous nous étions autorisés dans les accords de Paris. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui même dans le sud de notre pays, en Ardèche, dans le Gard, en Haute-Loire, c'est diluvien, c'est catastrophique, c'est en zone, oh, c'est pas orange, c'est rouge.
regardez ce qui s'est passé dans toute une série de pays du monde. Je veux dire par là que les effets du dérèglement climatique sont très accélérés et très importants. Donc, première conséquence, évidemment, des mouvements de population, d'abord intérieurs au pays, c'est-à-dire que les gens qui sont très exposés vont essayer d'aller dans des zones qui le sont moins, et puis ensuite entre les pays. C'est un sujet que nous avons sur la table, qui nous arrive de manière évidente, parce que vous parliez, monsieur l'ambassadeur, d'inégalités. Dans les effets du dérèglement climatique, on est en plein dans les inégalités. Les pauvres Inuits du Grand Nord qui n'ont jamais émis beaucoup de tonnes de gaz à effet de serre, c'est parmi les premières victimes du réchauffement climatique. Ils ont pris déjà 4 degrés ou 5 degrés. Voilà. Je dirais la même chose pour les populations du Sahel qui ne sont pas très responsables de la situation. C'est le moins qu'on puisse en dire. Donc, on a à attendre des mouvements migratoires importants et ils sont déjà en train de s'organiser. Par exemple, la Nouvelle-Zélande a créé un statut de réfugié climatique pour les gens de Vanuatu et de quelques autres îles au voisinage de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, parce que tout simplement, ces îles sont en train de disparaître et qu'il faut bien que les gens aillent quelque part. Donc, il y a ce statut et donc on permet aux gens de venir. Alors, c'est peu de gens, c'est quelques milliers de personnes qui habitent ces îles. Donc, en termes de poids migratoire, ce n'est pas encore très problématique, mais ça montre une tendance. Donc, incontestablement, vous avez un lien entre la question climatique et la question migratoire. Mais la question climatique, elle a aussi un lien avec les sujets technologiques. Alors, peut-être pas les sujets extrêmement pointus, monsieur l'ambassadeur, que vous avez abordés il y a un instant, mais il n'échappe à personne que nous sommes entrés dans une ère de profonde transformation économique et industrielle. Et que la bagarre, c'est de savoir qui va avoir les technologies qui vont permettre effectivement cette transformation, et avant même les technologies, qui va avoir les matières premières qui vont permettre de construire les technologies qui vont elles-mêmes permettre de se transformer. Et là, les enjeux sont absolument gigantesques. Et sur ce plan-là, force est de constater que nous, les Européens, on est franchement assez mal barrés. On est franchement assez mal barrés parce que même si on a été très promoteur sur tous ces sujets, je rappelle quand même que Kyoto, 1997, c'est l'Europe qui est derrière. On n'a pas été capable, derrière, de tirer les conséquences économiques et industrielles de ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire de construire une économie et une industrie à une époque où on aurait pu le faire assez facilement. En 97, ça n'intéressait pas grand monde, hein, franchement. On n'a rien fait, ou pratiquement rien, sur le plan, je parle économique et industriel. Et donc, on s'est retrouvé en début des années 2000 avec une Chine qui avait parfaitement compris le sujet, qui nous a envahis une première fois avec les panneaux photovoltaïques à la fin des années 2000, et qui est en train de recommencer à la fin des années, à la fin des années 2010 et début des années 2020, avec des technologies très élaborées, très bon marché, parce que le gouvernement chinois subventionne allègrement tout cela, avec deux types de conséquences. Conséquences très positives, ça fait baisser considérablement le prix de la construction des centrales solaires, parce que les prix ont baissé globalement de 80 à 85% quand même, hein, en 10 ans. On parle de quelque chose d'absolument énorme. Mais dans le même temps, ça a tué l'industrie européenne. Et elle a beaucoup de mal aujourd'hui à se reconstituer. Alors, on essaye dans le cadre du Green Deal, et on va voir ce que va faire la nouvelle commission après le rapport Draghi, de reconstruire une industrie européenne technologie net zéro, comme dit le texte, avec des objectifs ambitieux. Mais enfin, on va avoir beaucoup de mal. D'abord parce qu'on a peu de matières premières, même si on a du lithium en France. On n'exploite pas des mines de lithium en France comme on les exploite en Chine. Hein, c'est pas la même chose. Et puis, il n'y a pas que le lithium dans la vie. Et puis, il n'y a pas que les batteries lithium-ion. Il y a bien d'autres technologies aussi. Et donc, on a vraiment des difficultés à ce niveau-là. Et là-dessus, les technologies chinoises et les technologies américaines sont quand même très en avant. On est capable de les faire. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher et qu'on a des problèmes de coût de l'énergie et de matières premières. Donc, on est
plutôt à la traîne dans la partie industrielle, même si on n'est pas du tout à la traîne dans la partie réalisation et qu'on est plutôt excellent. Je renvoie du reste à un papier très intéressant qui est paru dans le Figaro ce matin, page saumon, je fais de la publicité pour le Figaro au passage, sur la manière dont l'Europe était largement sortie de la dépendance russe en très peu d'années, sur le plan du gaz et sur le plan du pétrole, grâce aux énergies renouvelables et aussi grâce aux Américains et à l'importation du gaz naturel liquéfié. Mais la montée en puissance du renouvelable en Europe est quelque chose d'absolument extraordinaire, comme dans tout le monde entier. Je rappellerai à cet égard que la Chine aujourd'hui, c'est plus de 50%, c'est plus de 50% de la construction de centrales solaires ou de centrales éoliennes, pardon, je ne trouvais plus le mot, dans le monde. C'est absolument énorme. Et donc, le monde est effectivement en train de se transformer, sauf que malheureusement, ce n'est pas tellement nos technologies qui sont à l'avant. Et donc, il y a une bagarre technologique pour être à la pointe sur cette transformation. Et je terminerai avec un sujet qui est lié au précédent, mais qui monte en puissance. C'est le sujet de l'adaptation. Parce que jusqu'à maintenant, on a pensé le climat sur le thème « il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre », ça c'est toujours vrai, même s'il faut bien avoir présent à l'esprit que ce que nous faisons, je ne le verrai pas, c'est pas avant 2040 qu'on aura les effets de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Jusqu'à 2040, je dirais que c'est écrit, c'est-à-dire que c'est tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. À partir de 2040, 2045, ça pourrait changer, ça dépend de ce que nous allons faire maintenant. Mais le deuxième sujet qui est croissant, c'est évidemment l'adaptation. Comment on va faire pour s'adapter à des climats que nous ne connaissons pas? Comment est-ce qu'on va se nourrir? Comment est-ce qu'on va construire? Comment est-ce qu'on va avoir de l'énergie? Comment est-ce qu'on va penser nos infrastructures? Quelles sont les nouvelles technologies qu'il va falloir mettre en place? Comment est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider ou pas? Moi, je pense qu'elle peut nous aider dans cette nouvelle construction. Mais nous avons un monde entier à repenser. Et je terminerai avec ça. Vous avez pris 4 sujets qui sont des sujets essentiels. La grande difficulté, c'est déjà de les penser individuellement, mais encore mieux de les penser tous ensemble. Et là, c'est franchement très compliqué. C'est franchement très compliqué parce que ça devient contradictoire. On peut être schizophrénique à les penser ensemble. Et pourtant, la pensée en silo est interdite. Elle est interdite parce que au moment où nous sommes dans ce nœud, dans cette crise au sens grec du terme, de nœud, nous ne pouvons pas nous permettre de penser en silo. On est obligé de penser global. Et penser global des transformations aussi essentielles sur l'humanité, sur le vivant, que celles que nous sommes en train de vivre, extrêmement difficile. Vous y ajoutez les idées auxquelles messieurs, vous avez fait allusion, et la manière dont des idées qui venaient d'Europe sont en train de gentiment se retourner contre elles, le gentiment étant un euphémisme, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup pour cette intervention. Je propose c'est peut-être de passer directement la parole à Anthony Potier, donc étudiant en 2e année de bachelor, président d'une des associations étudiantes Oratores. Peut-être de donc poser vos 2 interrogations, permettant donc à chacun des 3 intervenants de la table d'en sélectionner une et de prendre une fois la parole, sélectionner une ou l'autre, et de répondre en fonction bien sûr de votre profil et de vos apports potentiels. Bonjour à tous et tout d'abord merci pour ces paroles éclairantes. Ma première question va revenir sur ce que vous avez pu dire, Madame la Ministre. Comment envisagez-vous, dans un monde aussi fracturé, dans des relations internationales aussi compliquées, avec les différentes guerres qu'on peut voir, mais aussi différentes relations entre pays par rapport aux États-Unis et la Chine, où il n'y a pas encore de guerre, mais où c'est très compliqué, comment envisagez-vous la solution pour mener à bien ces grandes stratégies, ces grands enjeux de notre société, de notre avenir? Donc ça serait ma première question. Et ma deuxième question, ça serait pour vous, pour les 3 personnes, pour les 3 invités, quelle serait l'échelle, les solutions et quel serait l'enjeu le plus impactant pour notre société entre le modernisme et la technologie, entre la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi
avec différentes migrations, l'immigration d'idées, mais aussi l'immigration de personnes dues au réchauffement climatique. Alors, monsieur, si je disais que j'étais capable de répondre à votre question, ou je serais folle, ou je serais stupide. C'est impossible de répondre à cette question. Nous sommes en train de découvrir un monde qui est complètement nouveau. Parfois, j'ai honte de le dire, je me dis, j'ai vraiment beaucoup de chance de vivre à l'époque à laquelle l'essentiel de ma vie s'est fait. Et je mesure la difficulté de la vie de mes petits-enfants, qui ont à peu près votre âge. Et j'en parle avec eux, évidemment. C'est très, très difficile, très franchement, d'imaginer comment les choses vont se passer. Moi, je travaille sur les sujets climatiques depuis 30 ans. Je n'avais jamais imaginé que je serais impactée. Je n'avais jamais imaginé, il y a 30 ans, quand j'étais ministre, et qu'on envisageait un scénario catastrophe à 1,5 degré en 2100, qu'on aurait 1,5 degré en 2020. Vous voyez ? Donc, comment voulez-vous que je puisse répondre à cette question? Je ne sais pas. On a lancé un mouvement qui est irréversible. À quelle vitesse va-t-il aller? Je ne sais pas. Est-ce que nous allons être capables de trouver des mécanismes de prévalence du moyen et du long terme sur le très court terme? Je ne sais pas. Est-ce que nous allons être capables de mettre en place ces nouvelles technologies? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va être capable de changer l'imaginaire des gens? C'est-à-dire de leur donner envie d'aller vers le monde vers lequel nous allons. Il n'y a franchement pas beaucoup de gens qui ont envie d'aller, mais on n'a pas le choix. Donc il faut changer l'imaginaire. Comment est-ce qu'on va rendre ce monde enviable? Comment est-ce qu'on va donner envie aux gens de se transformer? Comment est-ce qu'on va donner aux jeunes le dynamisme et les moyens de lutter contre un risque d'éco-anxiété qui amène soit au déni, soit au... Il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a évidemment à faire. Voilà. Donc, je pense que c'est une construction progressive. Nous sommes des apprenants. Je crois qu'on est dans un domaine où c'est extrêmement difficile de travailler avec l'expérience passée. Moi, je me considère comme une apprenante permanente. Donc, malheureusement, monsieur, je suis incapable de répondre à la question que vous m'avez posée. Tenter de répondre en étant un peu fou, si j'ose dire, à la deuxième partie de la question. Je vais prendre l'exemple de ce qu'il y a de plus, à mon avis, caractéristique depuis les années 40-50. Le grand phénomène technologique, c'est pas le numérique, c'est pas l'électronique, hein. C'est l'irruption de l'arme nucléaire capable de détruire l'ensemble de la planète. Donc là, je dirais, c'est l'arme suprême. C'est l'arme, elle est carrément existentielle au sens strict du terme. C'est là où je suis très pessimiste. Quand on a construit le système de la guerre froide, on y est tout à l'heure à la première table ronde, on a oublié de dire que dans un premier temps, il y a eu le tâtonnement. On invente une technologie. Alors on l'invente, c'est un très très long processus. Ça ne se fait pas comme ça. On maîtrise une technique. On invente des armes. Tout ça dans un cadre qu'on connaît. Dans un premier temps, c'est une arme qu'on emploie. Il ne faut quand même jamais oublier qu'on l'emploie à Hiroshima et à Nagasaki. Ce n'est pas du tout une arme de paix. C'est une arme pour imposer la paix. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et dans un deuxième temps, on construit une arme où le fondement, c'est on va être tellement doté de matériel d'un côté comme de l'autre, puisqu'on est dans la grande division du monde, que l'équilibre va faire qu'on ne l'utilisera jamais. On ne l'utilisera jamais, et pour être bien sûr qu'on ne l'utilisera jamais, on se donne la capacité de dire à l'autre, même si je suis mort, je vais te tuer. C'est ça, la technologie nucléaire moderne, dans le domaine militaire. Tout ça est complètement revisité. Tout ça est complètement balayé. La miniaturisation des bombes, la transformation de la prolifération, qui devient une prolifération horizontale, c'est-à-dire partout dans le monde. Ce que je disais tout à l'heure, la technologie nucléaire, militaire, on est maintenant sûr qu'il y a au moins une dizaine de nations qui la possèdent et qui peuvent passer au stade de l'armement, de l'arme
nucléaire. Ça change radicalement les choses. Ça reposait sur un principe d'équilibre. On est aujourd'hui tenté de dire que cette technologie peut être employée en considérant qu'elle est maîtrisable. Toute la grande question est de savoir si on est capable de maîtriser une technologie suffisamment pour éviter des catastrophes considérables. La technologie qui nous a conduit à faire des centrales au charbon, c'était, si on se replace, c'était une merveille technologique. C'était une révolution considérable. Ça a apporté des tas de choses, le chauffage, la lumière, la production d'énergie pour les entreprises, pour les usines. Ben, on voit aujourd'hui que cette technologie a été destructrice. Comment on arrive à maîtriser tout ce que disait la ministre, c'est-à-dire tout ce qui détruit, alors qu'on pensait quelque part qu'on avait un outil qui permettrait d'être un outil au bienfait de sa population ou de son humanité. Je pense que c'est une question, et vous voyez bien que là je parle en particulier de la migration technologique du civil vers le militaire. C'est une réalité. L'espace est normalement est quelque chose qui est un endroit où les nations ont décidé de déposer la notion des armes, c'est fini. Pas d'armes dans l'espace. C'est un bien commun de l'humanité. C'est une sympathique rigolade. Aujourd'hui, tous les outils technologiques ont pour but de militariser l'espace. Et si on veut s'établir sur la Lune, c'est pas pour le plaisir de faire des études scientifiques. C'est parce qu'on sait que c'est une base de tir tout à fait remarquable. C'est ça la dure réalité. Donc là, je dirais très sincèrement, je suis très très pessimiste et je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, heureusement dans l'espèce humaine, c'est qu'on a montré depuis la nuit des temps qu'on est une espèce capable du pire, mais on est aussi capable de s'adapter. On est aussi capable de s'adapter. Alors on peut peut-être essayer de s'adapter à quelque chose qui est important, c'est au risque et au danger. Je pense que la leçon du climat le montre de façon assez évidente. Je suis entièrement d'accord avec ce qui avait été dit avant, et évidemment on ne peut pas apporter de réponse à ces questions-là. On peut apporter des questions en plus peut-être, en essayant non pas de complexité, mais de complexifier, mais d'essayer de clarifier un peu le schéma de pensée. Pour moi, il y a deux grandes questions qui sont un peu déterminantes dans ces sujets-là. La première, c'est est-ce que le progrès technologique peut dépasser la rareté des ressources ? Et là, il y a deux grandes écoles, deux grandes visions qui sont toutes les deux légitimes, et ce sera quelque part à l'avenir de le trancher. Il y a une vision, repartons un petit peu en arrière. Vous connaissez tous Malthus qui mettait en garde contre l'augmentation rapide de la population qui allait plus vite que la production agricole et qui allait nécessairement provoquer des famines, des souffrances, etc. Il a été démenti parce que la mécanisation qui est arrivée à ce moment-là a permis d'augmenter les rendements agricoles de façon phénoménale, bien plus que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. Ça s'est reproduit à beaucoup d'occasions des développements technologiques, y compris toujours en agriculture, dans la révolution verte, dans les années 50, avec tous les pays en développement qui atteignaient un seuil de population très rapide. Et heureusement qu'en 20 ans, la révolution agricole verte a eu lieu, qui a permis par exemple à l'Inde de mettre fin à des cycles de famine, etc. Donc par définition, ça c'est toutes les théories de la croissance endogène. La croissance n'est pas nécessairement d'aller chercher des ressources naturelles qui existent en plus et de les consommer. La croissance endogène, c'est aussi la croissance des idées qui permet de faire plus avec moins. Et dans ce cadre-là, la croissance peut être potentiellement infinie, puisqu'elle ne se heurte pas à un certain nombre de ressources naturelles. Évidemment, il y a des contre-exemples à ça. Et toutes les technologies qu'on a développées, on parlait de la révolution industrielle, ça a aussi émis énormément de carbone dans l'atmosphère, pollué l'environnement, pompé les eaux, etc. À chaque fois, on trouve des façons, mais c'est une fuite en avant. Et toutes les technologies climatiques aujourd'hui, les technologies renouvelables, je rajouterais le nucléaire aussi, toutes les solutions à la crise climatique sont technologiques. Ça donne une idée de la dynamique fondamentale en dehors de la coopération internationale, en dehors des accords, des accords, de la mobilisation, de la pression. Fondamentalement, ce qui a provoqué la transition jusque-là, ça a été cette course à la dynamique technologique. C'était le très très grand
ça c'est une vue personnelle, mais la très grande valeur de l'accord de Paris, moi, c'est d'avoir aligné les attentes et les prévisions. L'accord de Paris, si vous regardez ce que c'est un accord qui juridiquement est assez faible en réalité. C'est un traité, mais il repose sur des contributions nationales que les États doivent déposer. C'est pas le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto fixait des cibles très claires que les États devaient respecter. C'était un ordre juridique plus simple. L'accord de Paris a décidé de retourner ça, et le génie de cet accord-là était de dire il suffit d'envoyer un signal suffisamment fort que tout va s'aligner vers cet objectif pour que tout d'un coup les acteurs économiques commencent à dire mais mes investissements, j'ai intérêt à ce qu'ils soient alignés vers ça. Que les responsables politiques commencent à dire mes régulations, j'ai intérêt qu'elles soient alignées vers ça. Et si on prend un pas de recul, les prévisions de réchauffement au moment où on a signé l'accord de Paris, c'était il y a moins de 10 ans, il n'y a pas très longtemps, étaient régulièrement de 3,5 à 4 degrés. Je parle en moyenne mondiale, pas en moyenne nationale où les continents se réchauffent beaucoup plus rapidement que la Terre, et donc dans tous les pays on sera à plus que ça. En moyenne globale, on décide dans les accords de Paris de dire on limite à moins de 2 degrés et on fait l'effort maximum pour aller à 1,5. 10 ans après, même pas 9 ans après, aujourd'hui, et ça c'est une question que je pose souvent, quand on fait la somme des pledges net zéro, on prend tous les pays du monde qui ont dit moi voilà ma trajectoire à 2040, 2050, 2060, 2070, il y a des bons élèves, des moins bons élèves. À quelle température on arrive? On pense qu'on arrive à 2, 3, des choses horribles. Non, on arrive à 1,8 degré. Alors évidemment, c'est un énorme si, parce que c'est des prévisions à 30 ou 40 ans, qui sont, c'est pas les contributions nationales qui sont à horizon de 10 ans, ça on arrive à 2,5, entre 2,5 et 3, mais par définition, la transition énergétique va prendre 40 ans. Donc si on prend un pas de recul, on peut quand même se dire que cet accord de Paris a été, en 10 ans, en moins de 10 ans, a réussi à réorienter l'ensemble des politiques du monde de façon à peu près coordonnée pour atteindre, pas vraiment des objectifs qu'on s'est fixés, mais pour au moins aller dans la bonne direction. Quelque part, c'est extraordinaire. Ça va pas assez vite, c'est plein d'aléas, tout peut dérailler, il y a plein de choses qui peuvent mal passer, mais il reste cette dynamique qui a été lancée, et je crois qu'il faut pas négliger cette dynamique, parce que déjà c'est ça qui va porter le mouvement, c'est ça qui va permettre de l'accélérer, et sinon on se retrouve face à un grand vide. Qu'est-ce qu'on fait si en fait on n'est même pas capable de coopérer, ou si on n'est pas capable de faire ça? Donc je pense que cette idée de compétition technologique est un driver majeur des progrès climatiques. Même s'il y a une phase sombre, il y a une vraie question de jusqu'à quel point la technologie permettra de dépasser la rareté des ressources. Il y a une deuxième grande question qui est celle de l'accélération de cette technologie. Puisqu'on est dans un mouvement cumulatif, on risque on est en train de mettre dans les mains de responsables politiques, dans les mains des humains, des technologies qui sont de plus en plus puissantes. Tu as parlé de l'arme nucléaire, on est en train d'en développer d'autres. Notre compatriote française Emmanuelle Charpentier a eu le prix Nobel il y a 3 ans pour une technologie d'édition génétique, qui s'appelle CRISPR. CRISPR permet, quand on modifiera des gènes dans les cellules germinales, permet de changer la trajectoire évolutive de l'espèce humaine. C'est une capacité qu'on n'avait jamais eue. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on est confiant sur le fait qu'on saura la réguler, qu'on saura bien l'utiliser? On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Les idées de singularité sont importantes, il faut les prendre au sérieux. Les questions des risques existentiels que peut poser l'intelligence artificielle, quand on se développera une conscience qu'on ne sait pas très bien qualifier, dont on n'est pas sûr de ses caractéristiques, dont on n'est pas sûr de pouvoir la contrôler. Ça c'est des questions, majeures qui, je pense, doivent nous obséder, d'autant plus qu'on va avoir peu de temps pour y répondre, parce que cette technologie s'accélère. Fondamentalement, j'ai un instinct optimiste, en pensant que tu as dit que l'homme humain est capable du pire, mais aussi capable du meilleur, mais il faut être extrêmement vigilant, et c'est pour ça que on a besoin de se former là-dessus, et il faut des outils pour y réfléchir. Ce n'est pas des questions desquelles on peut se désintéresser quand on veut être un citoyen dans ce monde. Je vous remercie. Je vous cède la parole une seconde pour... Juste un tout petit mot. J'aimerais avoir votre optimisme.
malheureusement, je ne le partage pas, parce que la somme des contributions qui ont été données par les États membres, certes, c'est un peu mieux que 3,8 degrés, mais c'est jamais que 3,2 degrés, pas 1,5 degré. Par ailleurs, on continue à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre année après année. Par-dessus le marché, on est en train de perdre nos puits de carbone, ce qui est extrêmement grave. En 2 mots, je vous explique pourquoi. Quand nous émettons 100 tonnes de gaz à effet de serre, Dame Nature a l'extrême bonté de nous en stocker 51. Et donc, on a compensé 49. Si Dame Nature n'en stocke plus que 50, pas 51, mais 39, ce qui nous attend probablement vers 2030 ou 2040, ben, ça veut dire qu'il y en aura 12 de plus à compenser par les réductions qu'on aura à faire. Tout ceci pour dire que c'est quand même extrêmement difficile. Par ailleurs, sur le caractère illimité de la croissance, moi je veux bien. Mais enfin, il y a des limites planétaires, c'est-à-dire ce qu'on a en eau, ce qu'on a en terre, ce qu'on a en capacité d'absorption du carbone, ce qu'on a, enfin, il y en a 12 comme ça, il y en a 9 qui sont dépassés. Donc il nous en reste 3 qu'on n'a pas encore dépassés. Donc moi je veux bien, c'est vrai que les technologies, elles peuvent permettre de faire beaucoup de choses, ça c'est la vérité, mais il y a aussi des limites physiques sur lesquelles on va évidemment buter. Et un indice qui est intéressant, c'est l'élévation de la durée de vie des gens. Aux États-Unis, la durée moyenne de vie a commencé à baisser. En Europe, elle stagne. Aux États-Unis, elle baisse. C'est quand même qu'il y a un problème. Voilà. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à faire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de solution. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut être sérieux, que ce soit dans le domaine international, ce que je viens de dire, c'est aussi du domaine international, que si on est réaliste et qu'on part d'une réalité et pas de ce qu'on voudrait. Tout ce que je suis en train de dire, ça m'amuse pas plus que vous, hein, je vous le dis très très franchement. Mais simplement, j'essaye de voir comment on peut faire dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je reste convaincue qu'il y a plein de choses à faire, qu'on a beaucoup de possibilités pour changer nos modes de vie, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on a beaucoup de technologies nouvelles qui sont à notre disposition, certaines à mon avis qu'il faudra plutôt éviter, genre géo-ingénierie, aller tripoter les nuages pour voir ce que ça donne. Le système cobaye est sympathique, mais enfin je pense qu'il a quand même des limites. Voilà, donc on va avoir beaucoup de choses. On est à un monde, vous avez raison, avec la génétique de très grande transformation, avec l'IA. Tout est en train de changer en réalité. C'est je dirais que l'ADN même de l'humanité qui est en train de changer. Donc, vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, on est capable du meilleur comme du pire. Eh bien, j'espère que nous serons capables du meilleur. Alors, merci beaucoup. Je clôt ? Non. Je vais donc clôturer cette seconde table ronde sur cette touche d'optimisme, malgré des mots, c'est difficile depuis le début. Merci encore pour ces échanges fructueux.